Bonjour à tous, c'est Louis Axel. Aujourd'hui, on va voir ensemble mon histoire avec la boulimie et puis potentiellement essayer aussi de vous donner quelques conseils au travers de mon histoire pour que vous aussi vous puissiez éviter de faire les mêmes erreurs, que vous aussi vous puissiez éviter de tomber dans les troubles alimentaires et, euh, et ou pour ceux qui sont d'ores et déjà dedans, eh bien que vous ayez des conseils, matière à réfléchir et, euh, et je vais tout simplement essayer de vous aider à vous sortir de cet enfer. Même si le mot est assez fort, il est pas irréaliste non plus. Euh, et donc, c'est important d'en parler, c'est important de se faire aider, c'est important de se renseigner. Voilà. Donc, ne restez pas seul, c'est très important. Et commencez voilà, à apprendre et à essayer un minimum de comprendre, même si vous ne pourrez jamais tout comprendre, et qu'à un moment, il faudra faire preuve de courage pour vous en sortir. Mais voilà. Déjà, je vais essayer de vous inspirer avec mon histoire, et on va voir ce que potentiellement vous pouvez en retirer à tout un chacun. Donc, vous voyez cette vidéo, il n'y a rien de perfectionniste, il n'y a rien de très travaillé d'un point de vue de la forme. C'est pas forcément volontaire, mais en fait, j'ai pas vraiment envie de m'intéresser à la forme. J'ai plus envie qu'on m'écoute pour le fond. Aujourd'hui, j'ai pas de micro, j'ai pas mis ma plus belle tenue. Je filme même pas face à moi. C'est assez, je pense que c'est pas très recommandé de filmer de cette manière-là. J'ai pas été au coiffeur, j'ai pas mis quoi que ce soit. Bon, j'ai pas vraiment de skincare, mais en tout cas, j'ai pas mis quoi que ce soit pour le visage. Voilà, j'ai pas cherché à. J'ai l'œil qui pleure parce que je suis crevé, je suis fatigué, mais voilà, j'ai pas cherché à me montrer sous un jour euh, Instagrammable et j'ai pas cherché à jouer un rôle comme on joue trop dans notre société. Il n'y a pas de reproche à se faire vis-à-vis de ça. La vie est une scène de théâtre, disait Shakespeare, il me semble. Mais en tout cas, eh bien, malgré tout, il ne faut quand même pas travestir la personne que l'on est pour plaire aux autres, pour le regard des autres. Et on va voir que dans mon histoire, le regard des autres a eu une trop grande importance, et peut-être qu'encore aujourd'hui même, il a encore trop d'importance. D'où eh bien, cette vidéo aussi qui va potentiellement me permettre de m'en détacher, puisque je me montre quand même extrêmement vulnérable. La forme n'est pas travaillée, je vais parler de mes troubles du comportement alimentaire, de ma vie, des choses qui ont été très difficiles pour moi. Voilà, ça c'est se montrer très vulnérable, et finalement c'est extrêmement courageux. Et peut-être que de là, il y a des personnes que je vais aider, il y a des personnes qui vont me porter dans leur cœur à tout jamais. Peut-être que tout va se professionnaliser, bref. Il faut bien partir de quelque part un jour, et si on part jamais, comme on dit, un imbécile qui avance va toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Bon. Alors, sans plus tarder, et si finalement je vais encore retarder le début de mon histoire, puisque je tiens à vous dire qu'au-delà du fait que je vais vous parler de certaines choses qui ont été très difficiles pour moi, voire, j'aime pas trop ce mot, je trouve qu'on l'utilise peut-être un petit peu trop à tort et à travers, moi le premier, mais je vais vous parler d'épisodes potentiellement traumatisants dans ce que j'ai vécu. Malgré tout, je ne veux pas me servir de cela pour justifier tout ce qui m'est arrivé, même si effectivement il y a quand même des liens de cause à effet, mais si vous voulez, je fais un petit peu le parallèle avec les gens qui accusent par exemple leur génétique pour quoi que ce soit. Effectivement, une femme par exemple la femme la plus forte du monde ne pourra jamais soulever aussi lourd que l'homme le plus fort du monde. Il y a des choses qui vont de soi et que malheureusement la génétique, voilà, là-dessus elle est un peu cruelle, mais on ne peut pas faire autrement. Et puis après tout, on a tous, grâce à notre génétique, des atouts, des faiblesses. Il n'y a pas vraiment de gens qui sont génétiquement excellents partout. Encore que, effectivement, il y a parfois des exceptions qui confirment la règle. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on va, par exemple, se servir de la génétique pour justifier un surpoids. Or, selon moi, la génétique offre un terrain propice à un phénomène,
Peut-être que votre génétique voilà, vous donne un terrain propice au fait effectivement d'être plus gras que la moyenne, mais votre génétique ne va jamais être seul responsable du fait que vous ayez, allez je vais le dire, je vais envoyer cash le corps de Oussama Hamar, je vais dire que j'adore pas spécialement, mais on va en reparler, parce que beaucoup de gens me parlent très souvent du voyage que j'ai fait avec Dali. J'avais fait un voyage sans argent à Dubaï et j'ai été chez Oussama Hamar. Tout ça, je vais en parler. Je sens que ça va être très dense. Je vais essayer de pas tout raconter, toute mon histoire. Je ferai peut-être une vidéo très longue de 2-3 heures. Là, je vais essayer quand même de faire en sorte que ça aille assez vite. Voilà, comme ça, je vous tease un petit peu. Watch time, oh là là, Oussama Hamar, qu'est-ce qu'il va dire et... et la génétique, pourquoi je cite Oussama Hamar? Parce que il estime que son poids, son surpoids, qui est gênant, eh bien, est dû à de la génétique. Or, selon moi, la génétique offre un terrain propice, la socialisation primaire et secondaire également, c'est-à-dire votre éducation, les événements de vie, etc. Tout cela donne un terrain propice à effectivement ce genre de choses. Maintenant, ça n'est jamais gravé dans le marbre, encore moins à l'ère d'Internet, à l'ère où l'information est trouvable. Attention, l'information est noyée dans justement tout le monde qui dit à peu près ce qu'il a envie. C'est pour ça que j'ai vraiment pas envie de faire cette erreur avec cette chaîne YouTube et avec cette vidéo, de commencer à vous dire il faut faire ça, il faut faire ça. Même là, ce que je suis en train de vous dire vis-à-vis de la génétique, peut-être que c'est complètement faux. J'imagine que d'ailleurs, il y a quand même des exceptions génétiques. Je pense que c'est extrêmement rare. Mais effectivement, il y a très certainement des pathologies génétiques, etc. Je suis pas là pour... voilà. Mais de toute façon, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vais dire et ne prenez pas pour argent comptant tout ce que va dire un quelconque youtubeur sur la toile ou un quelconque livre ou je ne sais quoi, puisque d'ores et déjà, vous allez voir dans mon histoire que ça m'a été extrêmement coûteux d'écouter certaines personnes mal informées. Et puis parce que la vérité aujourd'hui malheureusement est noyée sous un océan de contenu, ça ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça aussi peut-être que j'ai pas très envie de m'intéresser trop à la forme en termes pour cette vidéo, étant donné que je pense que malheureusement on est noyé sous le contenu psychédélique, parfait, etc. Cette vidéo, vous allez très certainement l'écouter en faisant quelque chose d'autre ou pas. Et c'est très bien, en fait, c'est très bien aussi à un moment d'avoir quelque chose de calme, de plat. On se pose et on réfléchit et on n'essaie pas d'avoir la vérité tout de suite, de tout comprendre immédiatement, mais plutôt de prendre les choses avec philosophie et avec une touche de sens critique, ce dont parfois on va manquer cruellement. Et alors que parfois on peut penser en avoir. Je vais y revenir. Alors, donc tout ça pour vous dire déjà que je ne vais pas me servir de mon histoire pour vous faire vous émouvoir, pour vous faire vous dire effectivement ces événements sont difficiles, on a tous notre lot d'événements difficiles et en général on peut réagir différemment. C'est en ça qu'il y a un terrain, effectivement, les traumatismes, la génétique, etc. Mais nous avons toujours un champ d'action possible, encore plus, tout de même à l'ère de l'information. Voilà, parenthèse terminée. 9 minutes, on va pouvoir enfin commencer pour mon histoire. Alors, je nais en France, je grandis en France. Et d'ores et déjà, je dois le dire, mes parents, la relation de mes parents, très vite tourne mal. Je me rends compte déjà à quel point ça va être parfois difficile. Voilà, je vous prie de m'excuser si parfois j'hésite en parlant ou si je prends mon temps, parce que déjà je dois parler de souvenirs, donc je dois m'en rappeler en même temps que je vous en parle. Et en plus, parfois, ça touche forcément la corde émotive, émotionnelle. Et donc, il est possible que parfois je prenne un petit peu mon temps pour exprimer certaines choses, mais c'est sûrement de ces phrases-là que ressortira la plus grande valeur.
Donc, eh bien, j'ai un cadre familial qui est très compliqué. Je me rappelle que mes frères et sœurs sont à la maison sans vraiment s'entendre avec mon père. Je me rappelle, alors ils n'ont pas le même père que moi, je précise. Euh, je me rappelle, comment les oublier, tant elles ont été nombreuses, des embrouilles entre mes deux parents jusqu'à la séparation quand j'avais 4 ans. Et je me rappellerai toujours toute ma vie j'ai l'image en fait, j'ai l'image et j'ai la sensation, je m'en rappelle, quand j'avais 4 ans, donc ça date un petit peu, ça a 21 ans quand même, puisque j'ai 25 ans aujourd'hui. Euh, et en fait, j'ai cette image de ma mère qui me traîne chez mon père. Euh, et ça se fait très brutalement. En fait, je sors de l'école, je ne suis même pas vraiment au courant. Je ne sais plus vraiment si mes parents m'en avaient parlé auparavant. Je ne crois même pas, honnêtement, d'une histoire de séparation. Et ma mère me prend par le bras et m'emmène chez mon père. Moi, je suis sous le choc et vraiment un sentiment intérieur. Je ne sais pas si vous voyez de quel sentiment je parle, mais il y a comme une profonde panique. Et ce qui fait qu'encore aujourd'hui, j'ai cette image de quand j'arrive chez mon père et son nouvel appartement pour la première fois, comme ça, en sortant de l'école, alors que je m'attendais à rentrer chez moi et à jouer à la Wii ou à je ne sais quoi. Euh, donc voilà, cet événement est symbolique d'un petit peu la relation parentale qui a continué d'être très bizarre et conflictuelle encore aujourd'hui. J'ai même pas toutes les réponses, mais voilà, il y a eu beaucoup d'allers-retours, de tentatives, voilà. Et moi, j'ai grandi au milieu de ce cadre familial très compliqué, complexe. Et malheureusement, je pense que dans ce cadre familial-là, eh bien, il est difficile d'avoir confiance en soi. Et en parallèle, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'école, je n'avais pas d'amis, euh, ou peu, ou alors quand j'avais des amis, bah, c'était pas vraiment des amis. Parfois, je me pliais un petit peu aux règles des gens pour pouvoir, bah, par exemple, jouer au foot avec les autres ou ce genre de choses. Ça a duré toute l'école durant, notamment la primaire, où vraiment, voilà, ça a été très très compliqué. Et en fait, je pense que le cumul des deux, mais je pense quand même que l'école a vraiment eu une place prépondérante là-dessus, parce que j'ai jamais non plus mis vraiment en doute le fait que mes parents m'aimaient. Euh, mais je pense qu'à l'école, ça a été très différent parce que à l'école, voilà, j'étais bully, entre guillemets. Fort heureusement, j'avais déjà une assez bonne carrure physique, donc j'étais très rarement bully. J'ai pas la traduction exacte en français, mais j'ai maltraité qui me vient, mais c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. Mais en tout cas, j'étais voilà, un petit peu exclu, on va dire, des rapports sociaux qu'il y a à l'école normalement. Et donc, je grandis en ne construisant aucune confiance en moi. Et d'ailleurs, au collège, très très vite, je suis un clown en fait. Je suis un clown, je prends l'identité de quelqu'un que je ne suis pas. Je me sers énormément de l'humour pour me faire accepter. Je me sers de la gentillesse, je me sers des grands sourires, etc. Il n'y a pas de mal à ça, à être gentil et à être souriant en société, mais simplement, moi, je l'utilisais pour de mauvaises raisons. Bon, fort heureusement, tout de même, au collège, ça a commencé ça a clairement été un changement pour moi là-dessus. Et ensuite, au lycée, j'ai commencé un peu plus m'affirmer et voilà, quand même un peu plus prendre confiance en moi. Mais on voit quand même dans toute cette histoire que je n'ai pas vraiment... Il a été difficile pour moi de m'aimer sans condition. Et ça, c'est très important de savoir s'aimer dans la vie sans condition. Il ne faut pas que quoi que ce soit change notre amour de nous-mêmes. On est censé s'aimer en tout état de cause, même si il ne faut pas être hypocrite, on ne peut pas se forcer à s'aimer. Et pour s'aimer, il faut déjà être distant du regard des autres. Il faut avoir le courage
il faut avoir beaucoup de courage, en fait, tout simplement. Et malheureusement, je grandis du coup dans un milieu, dans un contexte où il est difficile pour moi de m'aimer sans condition. Je pense qu'aussi, il y a une part de mon éducation, mais je pense que ça, c'est à peu près pour tout le monde, où on va être estimé en fonction de nos notes. J'étais très bon élève à l'école, et je pense que c'est pas pour rien, parce que tout simplement, je voyais énormément mes parents euh, me juger en fonction de notes que j'avais à l'école. Et finalement, je pense que j'ai manqué euh, de périodes où en fait je recevais vraiment des compliments pour rien. Ça m'est arrivé dans mon enfance, très jeune, mais très vite ça s'est estompé. Et parce que il y a eu la séparation, ça a été dur pour mes deux parents, je pense. Et en plus, c'était secondé par le fait qu'à l'école, ça n'allait pas du tout. Et c'était très compliqué. Bref, fin pour cette période-là. Et en plus, la boulimie, évidemment, est venue beaucoup plus tard. Il faut savoir que j'ai commencé à avoir des crises d'hyperphagie autour de mes 18 ans. Mais je vous pose ce contexte parce que je suis à peu près certain que, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, du terrain propice, hein, c'est pas pour ça que c'est une conséquence immuable et dont on peut se départir, mais il y a ce contexte propice à tout ce qui va arriver ensuite. Selon moi, tout ce qui est arrivé à ce moment-là a posé les fondations d'un possible problème vis-à-vis de mon estime de moi-même. Et ça ne va pas louper, c'est ce qu'on verra ensuite. Puisque même au collège, et même un petit peu tout de même au lycée, j'ai pris un masque. Et un jour, c'est autour de mes 15 ans, c'est une période où je ne parle plus à mon père, puisque la vie et aussi, je dois le dire, un petit peu, ma mère m'a un petit peu monté la tête quand même fortement contre mon père, qui était loin d'être parfait à ce moment-là, malgré tout. Mais bon, déjà, il faut que je le précise parce que je fais que de leur tirer dessus. J'aime mes deux parents et je ne leur en veux de rien en fait. Et si aujourd'hui vous en voulez à vos parents, c'est très certainement que vous vous en voulez à vous-même. Je ne pense pas qu'on puisse être parfaitement aligné, etc. Et en vouloir fortement, profondément à ses parents. Je pense que encore une fois, parfois les parents font des erreurs et que parfois ces erreurs viennent agrémenter ce terrain propice à ce qui peut arriver ensuite. Mais, ce qui arrive ensuite est toujours de votre responsabilité, peut-être pas de votre faute. J'ai pas envie que vous vous sentiez fautif de ce qui vous arrive, parce que c'est déjà assez difficile comme ça, si vous êtes dans un état de trouble alimentaire. D'ailleurs, le trouble alimentaire, c'est le trouble alimentaire, mais ça aurait pu être un trouble de bien d'autres choses. Et le trouble alimentaire n'est que la conséquence d'autres troubles dont on va parler également. Et donc, par exemple, le trouble de l'identité dont je viens de vous parler. Donc, voilà, je grandis dans ce contexte, j'arrive à l'adolescence et je vois, à l'âge de mes 15 ans, je vais très souvent voir l'équipe locale, de football local, et donc professionnel, à l'époque en Ligue 2. Et je vois les joueurs et je me dis, putain, les mecs, c'est pas des aliens quand même, ils font beaucoup d'erreurs et il y a vraiment moyen pour moi de réussir là-dedans. Et donc, je me tue au foot parce que aussi, je me rends compte avec le recul que j'y vois un moyen d'exister aux yeux des gens. Voilà, je veux être fort au foot, je veux être bien vu, je veux qu'on le sache, je veux réussir, je veux vivre de cela, car je ne veux vivre d'absolument rien d'autre. Je ne veux pas travailler dans ma vie. Et donc, je me tue au foot. Malheureusement, après une très belle progression et un changement de club, peut-être un peu trop rapide, peu importe, je vais pas refaire le passé, j'en sais rien du tout, je me fais les croisés, voilà. La blessure cliché, mais malgré tout, qui m'est bel et bien arrivée. Et donc, à ce moment-là, c'est tout mon rêve qui s'effondre, toute mon identité qui s'effondre, puisque en plus, en parallèle, il faut savoir que j'avais rencontré la personne qui sera ma première copine, et évidemment,
c'est un petit peu le propre de certaines femmes, mais en l'occurrence, j'en veux absolument pas, puisque déjà on était très jeunes, et en plus, on le sait de toute façon, le premier amour est quand même rarement le bon. Et de toute façon, j'avais pas du tout, moi non plus, l'éducation pour. J'étais vraiment pas quelqu'un. La personne que je suis maintenant n'a rien à voir avec cette personne à l'époque. Et au final, tout ce qui s'est passé m'a grandement servi en termes de développement personnel. Attention à ce mot aussi. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais ce mot est très très dangereux. Cette expression plutôt. Mais je serais pas la personne que je suis aujourd'hui et clairement j'aurais manqué beaucoup de choses importantes de la vie si tout ce qui m'est arrivé à ce moment-là ne m'était pas arrivé. Enfin bref, je me fais les croisés, elle part à peu près au même moment, ça battait déjà de l'aile et cette relation a été assez traumatique puisque en fait, et c'est des choses d'ailleurs que j'ai lues et je ne peux pas aller à l'encontre de ces choses-là, les ruptures doivent être nettes, sinon elles peuvent potentiellement laisser des séquelles. Et donc il y a eu beaucoup de... je vais rentrer un petit peu dans le détail, ça me gêne un petit peu parce que j'ai pas envie que cette personne se sente attaquée ou même valorisée ou même quoi que ce soit, j'ai vraiment pas du tout envie de ça. Mais il y a eu beaucoup d'aller-retour. Moi, je vous le rappelle, je suis un garçon qui n'a aucune estime de lui-même et qui a perdu toute son identité d'ores et déjà avec les croisés. Et donc, je fais la pire erreur, et ça, c'est quelque chose que, par exemple, j'en veux beaucoup à mon père de ne pas m'avoir enseigné ça. Et encore aujourd'hui, quand on débat là-dessus, j'ai l'impression d'y voir une certaine forme de déni, mais enfin, c'est pas le sujet. Mais je fais la pire chose possible, je m'accroche à cette femme. Et cette fille plutôt, parce qu'à l'époque, on est quand même des gamins, même si on a 17-18 ans. J'ai 17 ans au moment où je me fais les croisés. Et donc, voilà, tout s'effondre pour moi et je vais sombrer dans 3 ans de ce qui pourrait s'apparenter à de la dépression. Même si je pense qu'on peut plutôt parler de déprime, étant donné que, en fait, pour moi, la dépression, c'est un état où on est un petit peu léthargique. Et on n'est même pas forcément très déprimé, je pense. Mais bon, je suis pas médecin et puis c'est pas le sujet de toute façon. Et donc je tombe dans 3 ans, si vous voulez, assez noir. Et je commence, pendant l'opération de mes croisés, je me dis, j'ai tout perdu. J'étais potentiellement footballeur, j'étais bon au foot. Mon identité de footballeur, c'est mort. J'étais en couple avec quelqu'un et c'est mort aussi. Je n'ai aucune estime de moi-même, je le rappelle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, il faut tout de suite que je retrouve quelque chose, il faut tout de suite que je retrouve une passion, etc. Et je m'étais déjà grandement intéressé à ça auparavant, mais je commence à m'intéresser très sérieusement à la musculation et encore plus à la nutrition. Le gros problème de la nutrition qui est abordée en ligne, c'est que tout le monde dit absolument tout et n'importe quoi. Et parfois même des gens très très haut placés, c'est-à-dire des gens qui font des centaines de milliers de vues. Je vais pas donner de nom pour l'instant, parce que je pense qu'un jour je ferai des débunkages de certaines personnes, mais je vois des top youtubeurs dire des bêtises énormes que je peux contrer en allant juste regarder des études qu'ils citent dans leurs vidéos, par exemple. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on consomme en ligne, aux personnes que l'on consomme, et ne prendre aucune vérité pour argent comptant. La vérité, cette phrase est tirée de mon coach, Haïdar Hussein, et c'est une des phrases les plus importantes de ma vie, si ce n'est la plus importante. La vérité ne se comprend pas, la vérité se ressent. Et vous serez souvent tenté de suivre des dogmes, ça peut être nutritionnel, ça peut être, pour justement vous raccrocher à une identité et avoir l'impression de faire quelque chose de votre vie. Mais malheureusement, ça va toujours vous revenir à la gueule
et on va voir dans mon histoire que je n'ai pas fait exception à la règle. Donc je commence à m'intéresser à la nutrition et je commence à entendre parler de jeûne intermittent. Et donc, je me dis, en fait, moi je veux un très très beau physique, mais il me le faut tout de suite. Il me le faut tout de suite. Parce que, je vous le rappelle, je n'ai aucune estime de moi-même et je viens de subir quelque chose qui était très difficile. Je n'aime pas du tout le mot traumatisant, donc je vais dire très difficile. Du coup, je me retrouve sans rien et il me faut très très vite quelque chose. Et se construire des muscles, c'est long. J'en ai déjà un petit peu à ce moment-là parce que j'ai quand même déjà commencé à muscler un peu au poids du corps, etc. Mais je me dis, il faut que je sois plus sec. Et en fait, du coup, je commence à devenir perfectionniste dans ce que je mange. Je commence à compter mes calories. Je commence le jeûne intermittent. Et de là, petit à petit, je commence à développer une relation à la nourriture qui se détériore très 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 petit à petit, mais malgré tout, qui commence à poser problème. Puisque je commence à regarder beaucoup de contenu autour de la nourriture, pas forcément des trucs instructifs, mais parfois ça peut être des personnes qui mangent. Il y a beaucoup de challenges comme ça en ligne, de gens qui mangent beaucoup. Et je commence à rêver de ça, quoi. Rêver de pouvoir me permettre de faire ça parce que je suis dans une privation qui démarque, qui n'est pas encore extrême, mais qui est quand même déjà présente. Et donc, c'est pendant ma rééducation des croisés que je commence le jeûne intermittent. Et pendant le jeûne, et à compter mes calories, etc. Et petit à petit, je commence à avoir le besoin de faire un cheat meal. C'est un concept de fils de pute, il n'y a pas d'autre mot. C'est un vrai concept de merde que de se dire parce que qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire je me restreins toute la semaine et le vendredi soir ou je ne sais quand, je fais un repas, voilà, là je fais ce que je veux. Et tu défonces ton frigo et celui du voisin. Et ça n'a pas d'intérêt. Puisqu'au final, tu rattrapes toutes les calories que tu aurais pu tout simplement ingérer de manière un peu plus relaxe sur ta semaine et avoir de temps en temps des repas plus cool, on va dire, où tu vas ingérer de la nourriture potentiellement un peu moins nutritionnellement parfaite, et voilà, mais ce qui est parfaitement sain. Et donc, je commence le jeûne intermittent, et petit à petit, j'ai envie de cheat meal. Et quand je commence à faire des cheat meals, je me rends compte que au début, je fais un cheat meal, ça se passe correctement, et puis à un moment, je sens que je fais un cheat meal et je mange un peu plus, et puis un peu plus, et puis un peu plus à chaque cheat meal. Et puis en fait, les cheat meals, petit à petit, se transforment en des orgies de bouffe. Orgie, c'est peut-être un peu fort encore pour le moment, mais dans le jeûne intermittent, parfois je pouvais manger à m'en empêcher de dormir ensuite. Et t'es pas très fier de toi dans ces moments-là, mais malgré tout, vu que toi tu ne sais pas que la vérité se ressent et que tu penses qu'elle se comprend, tu te dis non, ça doit être moi, je manque de discipline, ou alors ça doit être parce que j'ai mangé des trucs, il y avait trop d'additifs dedans, il faut que j'arrête de... Enfin, n'importe quoi, tu vois, tu te trouves des excuses, tu te trouves une raison logique parce que tu te dis quand même, ça fait des mois que je regarde des youtubeurs en ligne qui me disent certaines choses, tout le monde les adore, ils font plein de likes et tout, plein de vues, ils peuvent quand même pas dire de la merde. Et je peux te dire frérot que bien sûr que si. Et donc, je commence à avoir des petites crises d'hyperphagie. Et la bonne idée que j'ai eue, je m'en rappelle très bien puisque c'était le 31 décembre 2019. Et j'ai commencé en 2020 à faire cela. Ou alors, c'est peut-être 31 décembre 2020 et j'ai commencé en 2021. Peu importe. Je découvre une diète, un lifestyle, comme diraient certains, qui s'appelle le OMAD, One Meal a Day, un repas par jour. Et je me dis, putain, moi, j'ai tout le temps envie de dégoupiller sur la bouffe. Et donc je me dis, ce régime est parfait pour moi, puisque j'ai l'impression que c'est moi le problème, et j'ai l'impression que je suis comme ça, moi j'ai tout le temps besoin de dégoupiller sur la bouffe. Et donc je commence ce régime, ce lifestyle, alors qui
Pour les gourous de l'époque, il fallait vraiment pas l'appeler régime, c'est vraiment lifestyle, hein. Nous, on ne s'inscrit pas dans la doctrine des régimes, dans la doxa des régimes. Et donc, je commence à manger un seul repas par jour. Et au début, c'est un miracle. J'ai l'impression d'avoir trouvé le hack du siècle parce que effectivement, les 2-3 premiers jours, j'ai faim la journée, mais ça passe. Et ensuite, je commence à vraiment ne plus avoir faim. Et je continue de compter mes calories. Et en plus, j'arrive à descendre en poids. Je me rappelle que je descends à 78 kilos. J'en fais 115 aujourd'hui, mais on va en reparler. Mais c'est très 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 bas pour moi, 78 kilos. Il faut savoir que j'ai quand même déjà à ce moment-là une certaine masse musculaire. Et voilà, c'est un niveau de sèche très faible. C'était presque un niveau de sèche compétitif en musculation. Je ne sais pas si je retrouverai des photos, mais ce serait top parce que je pense que j'en ai et que je peux vous les mettre, je pourrais vous les afficher. Mais voilà, je suis écorché et ça se passe correctement. Mais petit à petit, eh bien, le problème, c'est que vous l'aurez plus ou moins compris. Je l'ai compris que très récemment finalement, mais j'ai commencé à couper tout simplement ma tête et mon corps. J'ai coupé ici parce que je n'écoute plus du tout les ressentis de mon corps. Je n'écoute que ma logique et je n'écoute que ma discipline et je n'écoute que le contenu et je me sens meilleur que les autres parce que moi, je suis plus malin. Moi, le jeûne me guérit parce que pendant le jeûne, il y a un phénomène d'autophagie. Moi, si, moi ça, je mange tel... Enfin, voilà. Je mange de telle manière, donc je suis mieux que les autres, etc. Les autres n'ont rien compris, etc. Et bien malheureusement, les crises reviennent. Et le problème, c'est qu'elles commencent à revenir sur le soir. Et donc, le soir, je mangeais tout un repas. Et donc, quand je faisais une crise, si vous voulez, mon estomac était capable de se distendre à un point qu'en fait, je pouvais manger peut-être 2 voire 3 jours de bouffe en un repas. Et voilà, donc je me retrouve un petit peu dans la panade. Et en plus, du coup, pour moi, je suis quelqu'un qui craque sur la nourriture, c'est un problème de discipline, j'ai un souci, c'est moi, je suis fragile ou je ne sais quoi. Parce que c'est ce que me dit la hustle culture, c'est ce que me dit tous les youtubeurs à l'époque. Tout le monde me dit il faut être discipliné, tout est dans les petits choix que vous faites. Il faut manger des patates et pas des frites. Il faut manger le soir parce que la journée on a besoin d'être productif. Même si évidemment il y a quelques discours qui vont au contraire de cela. La hustle culture, c'est-à-dire tout ce qui nous pousse, ce qui nous dit no pain, no gain, ceux qui nous disent il faut se lever très tôt forcément pour réussir sa vie, etc. On verra dans une autre vidéo, je pense que réussir sa vie, c'est un concept catastrophique qui fait que les gens passent totalement à côté de leur vie, même si on pourrait croire l'inverse d'un point de vue extérieur, d'un point de vue externe. Et donc, je suis dans la panade parce qu'en plus, je me dis, je ne peux pas manger la journée. Je ne peux pas manger la journée puisque je craque déjà quand je mange que le soir. Je mange que le soir et je mange déjà beaucoup trop quand je mange que le soir. Donc, ça commence à être le chaos total. Et je commence à faire des choix de vie qui sont nuls à chier parce que mon corps n'a plus la capacité de réfléchir et mon corps est déconnecté de ses ressentis. Vous ne vous rendez, peut-être que vous aujourd'hui vous n'avez pas de TCA, je tiens à vous dire que vous ne vous rendez pas compte d'à quel point dans votre vie vous prenez des décisions grâce à votre ressenti. Et que si on vous coupait de vos ressentis, donc le ressenti c'est ce qui n'est pas mental, c'est ce qui n'est pas mentalisé, si on vous coupait de vos ressentis, je peux vous assurer que vous seriez dans la panade. Et moi j'ai été coupé de mes ressentis. Donc je me suis dit, par exemple, je voulais être riche à l'époque et je me disais, je ne vais pas être riche en faisant des études et en devenant kiné ou n'importe quoi, tu vois. Donc, je quitte la fac. Malgré que j'ai un sentiment de vraiment faire une erreur, mais c'est un ressenti.
Et moi, je vous rappelle que je me coupe de mon corps au quotidien, puisque je ne mange pas alors que mon corps me hurle de manger à longueur de journée. Euh, et d'ailleurs, le corps active ce mécanisme d'autodéfense. Si aujourd'hui vous avez du surpoids, c'est parce que vous avez forcément, à un moment ou à un autre, imposé une bon, chaque cas est assez compliqué, mais en gros, vous avez très certainement imposé une privation à votre corps, et votre corps doit en permanence la surcompenser. Et si votre premier réflexe est de dire putain, mon corps surcompense, il faut que je le prive d'autant plus, eh bien, c'est là que cette mécanique vous amène au surpoids et potentiellement aux troubles du comportement alimentaire. Et donc, malheureusement, je n'ai pas fait exception à cette règle et je suis bloqué dans cette routine et je commence à faire des choix de vie catastrophiques. Je commence à lancer des business avec lesquels je ne suis pas aligné du tout. Je perds totalement de l'énergie au cours du temps, petit à petit. Je le sens, une sorte de fatigue générale un petit peu en fond qui s'installe, qui pour l'instant me paralyse pas, mais je sens que ça commence à venir. Je commence aussi par exemple, moi j'avais commencé la musique à cette époque-là, j'adorais ça, et je commence à sentir que d'un point de vue créativité, la créativité ça demande une chose, c'est se connecter à ses ressentis pour en exprimer l'extension via, ça peut être de l'écrit, ça peut être de la peinture, mais ça vient toujours du ressenti. Ou alors, ça risque de faire des œuvres assez fades, puisque les belles œuvres sont celles qui viennent, comme qui dirait, du cœur. Je ne sais pas si c'est exactement du cœur, mais en tout cas, c'est les choses qui viennent de notre ressenti, et pas de notre mentalisation. Parce que il n'y a aucune unicité dans notre mentalisation. Et notre seule unicité, c'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on est capable d'exprimer de l'intérieur. C'est laisser parler Dieu qui est en chacun de nous. Ouh là là, attention, je commence à rentrer dans la spiritualité. Voilà, mais il n'y aura pas d'évangélisation dans cette vidéo, je vous rassure. Mais c'est ça, une belle œuvre créative. C'est une œuvre où, eh bien, tout simplement, vous laisserez transparaître la parole de Dieu qui s'exprime en vous. Et j'écris d'ailleurs beaucoup mieux maintenant que je suis plus connecté à mes ressentis qu'auparavant quand je cherchais à tout mentaliser. Et maintenant, voilà, c'est vraiment beaucoup mieux. Et en plus, il y a quelque chose que les artistes, eux seuls peuvent comprendre, c'est que parfois, on va faire, par exemple, les meilleurs textes de ma vie, je les ai écrits en 30 minutes après, en étant dans mon lit en fait, et en étant tranquille et en laissant juste venir, et en laissant le flow venir. Mes meilleurs textes, je les ai écrits comme ça. Enfin bref, donc vous comprenez que ma vie prend un tournant où je commence tout simplement à me tourner que vers le concret. Je n'ai aucune estime de moi-même, mais je la recouvre de, voilà, j'ai un bon physique. Ouais, mais moi, je travaille dur pour l'argent et vous allez voir dans des années ce qui va se passer. No pain, no gain. Moi, je me lève le matin. Il y a un moment, je me levais à 5 heures. J'allais prendre une douche froide, j'allais méditer, j'allais faire 1000 trucs. J'étais le gars fucked up complètement par la hustle culture qui te dit qu'il faut faire ça pour réussir. Et donc, et le problème, c'est que je fais tout ça. Et j'ai aucun épanouissement personnel, j'ai plus de vie sociale parce que j'ai estimé que les gens qui m'entouraient entravaient mon succès parce qu'ils n'étaient pas riches, ils n'étaient pas ceci, cela. Donc le gros problème quand on se déconnecte en plus, quand on déconnecte sa tête de son corps, c'est qu'on devient extrêmement calculateur, on n'est plus capable d'amour sincère et parce que d'ailleurs on n'est plus capable d'amour sincère envers soi-même puisqu'on se coupe carrément de nous-mêmes. Donc c'est vraiment qu'on s'aime pas beaucoup. Donc aucun épanouissement, vie sociale dégueulasse, j'ai pas plus de succès que qui que ce soit, j'ai pas d'oseille, bref, il y a tout qui part en cacahuète en fait. Et en plus, moi je suis pris dans le principe d'engagement, j'ai pris une décision qui est difficile, qui était celle de quitter la fac, soi-disant difficile, parce qu'aux yeux de la société, les gens pourraient se dire « Ah ouais, lui il a des couilles, il fait ça ». Alors que moi je l'ai fait parce que j'étais crevé et j'arrivais de moins en moins à travailler et que je me suis dit, plutôt que de remettre en question ma manière de faire, ma manière de manger, etc., je me suis dit, non, ça me prend de l'énergie
et donc il faut que je quitte la fac pour me concentrer à 100% sur ce que je fais, parce que ça prend de l'énergie, et moi je suis un gars, je suis no pain no gain, je suis droit, je fais tout ce qu'il faut pour accomplir mes rêves, et donc voilà, pas de plan B, rien, ça j'adore aussi, super, merci Arnold pour ce concept bien dégueulasse, c'est comme le Hitless de Arnold Schwarzenegger, qui est devenu un véritable cuck pour moi, qui tapine pour des pubs, alors que, enfin bref, lui je pense qu'il faudra l'atomiser dans une vidéo, mais avec tout le respect, comme dirait l'autre. Mais voilà, je me rappelle très bien que je pensais beaucoup par ce truc-là de Arnold. Pas de plan B. Le problème, c'est que ça peut être très mal interprété, pardon. Et Arnold n'est pas à son coup d'essai. Arnold qui est la quintessence potentiellement de la hustle culture. Mais encore, il a réalisé des choses. Donc à la limite, on peut le gracier de cela. Mais pareil, il y a un peu ce concept du hitless de Schwarzenegger, c'est-à-dire qu'il promouvait qu'il fallait dormir 6 heures et pas plus. Or, on sait aujourd'hui, la science est assez catégorique là-dessus, on doit dormir 8 heures, on devrait même potentiellement, dans le meilleur des cas, et c'est pas mon cas, ça se voit peut-être un petit peu, mais passer 9 heures par nuit au lit pour avoir 8 heures de sommeil de qualité. Bref, donc à ce moment-là, je me dis, je quitte la fac en fait, parce que de toute façon, mes ressentis, je m'en fous. Alors je me le dis pas consciemment, hein, mais je me dis en gros ça inconsciemment. Mes ressentis, je m'en tape. Et en fait, moi je regarde les mecs durs, les mecs voilà qui réussissent ce truc. Et eux, ils font ça. Ils ont pas de plan B. Ils font absolument tout le temps ce qui doit être fait, machin, un truc. Et je commence à tomber. Et c'est à ce moment-là où, par exemple, on peut se dire, il y a le terrain. Effectivement, il y a un terrain propice, un terrain dans lequel j'ai pas eu d'estime de moi-même, un terrain dans lequel j'ai subi quand même, la période a été assez traumatique. En plus, je me rappelle que la rupture des croisés et la rupture avec ma première copine s'est passée pendant les révisions du bac. Donc, j'ai même pas pu décompresser. J'ai dû, sous morphine, réviser le bac. C'était vraiment très chiant. Mais voilà, c'était vraiment une période très compliquée qui a été qui a eu de l'impact, en tout cas, sur ma vie. Et donc, c'est à ce moment-là où, en fait, j'avais le droit de dire, écoute, sur ce coup-là, je vais écouter mon ressenti. J'avais le droit de faire ça. J'étais parfaitement dans mon droit de rester à la fac et de ne pas faire ce choix un peu fou et un peu déconnecté de la réalité, parce que, encore une fois, la vérité se ressent et elle ne se comprend pas. Et donc, je fais ce choix, et voilà, c'est en ça que je veux dire que rien n'est défini. À ce moment-là, j'aurais pu tout simplement ne pas faire ce choix et me dire, en fait, peut-être que ce que je ressens, ce manque d'énergie, tout ça, en fait, peut-être que c'est juste parce que je mange n'importe comment et je fais n'importe quoi. Mais je pense aussi que j'ai voulu croire au chant des sirènes et que j'ai voulu me raccrocher au fait qu'on me dise, mais non, c'est comme ça qu'il faut manger, puisque c'est meilleur à la santé, etc. Et moi, ça m'arrangeait bien, puisque finalement, ça me permettait, entre guillemets, de rester maigre, malgré une souffrance intérieure que je ressentais, et petit à petit, un désalignement qui se créait, je suis resté dans ce régime. Et j'aurais pu faire un acte de foi et tout changer, rester dans mon alignement personnel. Malheureusement, j'ai fait un choix qui était très mauvais et c'est comme ça. Mais ça a construit la personne que je suis. Donc j'ai pas de regrets, j'ai que des remords. D'ailleurs, je pense pas qu'on puisse avoir de regrets dans la vie. Je pense qu'on peut que avoir des remords. Parenthèse passée, et donc je quitte la fac dans une période où je commence à découvrir l'entrepreneuriat, je commence à avoir de nouveau des objectifs, donc finalement d'un point de vue extérieur on peut se dire c'est une bonne chose, il sort complètement de la torpeur et il commence à avoir des objectifs, etc. Sauf que je commence ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an que j'ai quitté la fac et j'ai toujours pas ramené 1 euro. Donc à un moment, plutôt que de me dire bon, j'ai peut-être pris un mauvais tournant, je me suis peut-être fait avoir par ce plan et je vais tout simplement retourner à la fac par exemple, je me suis dit non, je suis pris dans ce principe d'engagement, je me dois absolument de continuer dans ce truc-là et de réussir coûte que coûte, no pain no gain, pas de plan B. Peu importe que spirituellement ça m'accomplisse ou pas, peu importe mes ressentis vis-à-vis de ça, il le fallait, et parce que ce que vont penser les autres, moi j'ai envie de montrer aux autres que j'avais raison, etc.
Et donc je me bats contre la vie, je me bats et la vie ne me donne rien parce que il y a aucune spiritualité dans ce que je fais, il y a aucun sentiment d'accomplissement. Et en fait, même à force de tirer sur la corde, et honnêtement, j'ai tiré pendant 4-5 ans sur cette corde, et, euh, et en fait, j'ai commencé effectivement à entrevoir certains résultats. Je faisais à l'époque du dropshipping, pour ceux qui connaissent, du marketing en ligne, et le fait d'entrevoir ces résultats ne m'a apporté aucun épanouissement, absolument aucun épanouissement. Et, euh, et en fait, toute ma vie, je commence d'ailleurs à le sentir puisque je perds mon sommeil, les crises n'ont jamais été aussi puissantes, mais toute ma vie commence à devenir tout simplement un mensonge parce que toute ma vie s'est basée sur la peur. Et j'ai des événements de vie, comme par exemple à un moment j'ai été en Bulgarie pour devenir footballeur, parce que le niveau est un peu plus faible là-bas. Et la boulimie a tout fait capoter. C'est-à-dire que d'ores et déjà, j'ai un terrain qui m'a amené à prendre de mauvaises décisions. Et même dans ces mauvaises décisions, quand j'essaie me dépatouiller, parce que j'essaie pas vraiment de m'en sortir, on verra après la différence. Quand j'essaie de me dépatouiller en me disant, bon bah vas-y, je vais trouver une autre solution, je vais aller jouer au foot en Bulgarie. Eh bien, la boulimie n'a jamais été aussi puissante qu'en Bulgarie. Et elle m'a pas lâché. Et voilà, ça a été très 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 compliqué. C'était assez fou parce que je prenais du poids en Bulgarie alors que je faisais énormément de foot et que c'était surtout le moment où il fallait pas en prendre parce que je passais des essais dans différents clubs pour être footballeur professionnel. Mais cette saloperie était là et donc elle m'a empêché de réussir là-dedans. Et en fait, c'est normal, c'est tout simplement que c'était pas le plan de ma vie et je le savais très bien intérieurement. Mais intérieurement, et encore une fois, et bien maintenant, je suis complètement déconnecté de moi-même, je suis au plus bas, même quand je commence à finalement accomplir certains objectifs, puisque j'ai eu de réels chiffres en dropshipping et dans le marketing en ligne de manière générale. Mais malheureusement, je n'y trouve aucun épanouissement. Et si vous voulez, j'essaye de tricher un petit peu vis-à-vis de la vie. J'essaye de prendre des petites actions qui vont quand même me rapprocher un petit peu de l'alignement. J'essaie de réécrire de la musique, j'essaie de... Voilà, plein de choses, mais ça sonne toujours creux. Ça sonne toujours creux parce que la base de ma vie, le socle de ma vie, le travail c'est quand même quelque chose qui est assez important dans la vie, le socle de ma vie est basé sur quelque chose qui ne m'accomplit en rien du tout. Peut-être que ça me donne des ressources qui pourraient permettre de prendre un coach pour s'accomplir ou peut-être que ça me donne des choses. Je rencontre d'ailleurs la personne qui sera ma deuxième copine à ce moment-là et qui est quelqu'un de très bien et qui m'a beaucoup aidé, on le verra ensuite. Mais malheureusement, je suis toujours au plus bas et même quand j'essaie d'écrire, etc., ce que j'écris est fade, ce que j'écris ne me plaît pas. Et c'est tout simplement parce qu'encore une fois, je me sers de la tête pour écrire et je ne me sers pas de mon âme, je ne me sers pas de mon cœur, je ne me sers pas de mes ressentis, je ne me sers pas de ce qui nous traverse tous quand on crée une œuvre artistique. Donc vraiment, il n'y a rien qui se passe. Et ma vie commence à devenir robotique. C'est toujours la même routine. C'est toujours les mêmes problèmes. D'ailleurs, avec cette routine, j'arrive de moins en moins à me concentrer. Je n'arrive plus à dormir alors que j'ai un rituel du soir. J'ai voilà, je mange tel aliment, mais rien n'y fait. Je n'arrive pas à dormir le soir. Et donc, petit à petit, déjà avant, hein, mais je commençais à voir des vidéos sur les troubles du comportement alimentaire. Et un jour, je suis en Thaïlande à ce moment-là et je découvre la chaîne d'un certain Haïdar Hussein. Et je le découvre sur une vidéo que je mettrai en description, faut pas que j'oublie, où en fait il explique que la discipline c'est pour les faibles. Parce que, alors évidemment c'est pas la discipline qui est pour les faibles, mais beaucoup de personnes par faiblesse vont se servir de la discipline pour se convaincre que en fait elles sont pas si faibles que ça. C'est un petit peu comme si
comme si, j'ai pas envie de prendre d'exemples trop extrêmes parce que j'ai peur que les gens comprennent pas ou se disent que c'est un petit peu de la folie, mais imaginons que tu es tueur à gages et que tu te dises, ah oui, mais il me faudrait une habitude sportive quand même parce que c'est important de faire du sport pour la santé, etc. Et ben peut-être que tu vas te tuer au sport et malheureusement, et ben en fait, ça va toujours t'amener à un vide total et ça va t'amener à aller très mal, voire ça va t'amener à la maladie. On tombe malade, on a une maladie quand on fait mal à Dieu. Et Dieu, c'est pas je te demande pas de croire demain en Allah ou en Jésus-Christ ou en je ne sais qui, ou en je ne sais quoi, j'aurais pas heurté qui que ce soit. Mais ce que je te demande, c'est de comprendre que effectivement, il y a quelque chose de divin, il y a une intelligence divine qui est en chacun de nous et qui fait que on ne peut pas tricher vis-à-vis de la vie. Et on voit beaucoup de gens, par exemple, qui sont très riches, qui ont beaucoup qui ont les meilleurs médecins, qui ont les meilleurs compléments alimentaires, qui prennent des tonnes de compléments alimentaires, qui ont les meilleures habitudes, qui ont la vie la plus réglée qui soit, tomber malade. Parce que tout simplement, ça ne fonctionne pas comme ça. La vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et beaucoup de gens vont se servir de la discipline parce qu'ils n'ont pas envie d'affronter leur intérieur, ils n'ont pas envie d'affronter la vérité. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis servi de la discipline, il faut vraiment que je regarde le centre de la cam et pas mon retour. Je me suis servi de la discipline pour ne pas affronter la réalité. Et je suis rentré de plus en plus fort dans la discipline. Je prenais des douches froides, muscu, méditation, étirement, lecture, travail, machin, truc. Et en fait, ça pourrait paraître sain, effectivement. Tout ça, c'est des attitudes, des habitudes qui sont plutôt saines. Mais ça n'est pas sain quand c'est au service du fait que vous ne vouliez pas prendre des décisions difficiles dans votre vie. Or, pour moi, ça aurait peut-être été de reprendre la fac, ou ça aurait peut-être été tout simplement de repartir de zéro dans un emploi. Mais ça, pour moi, ça me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peur, au point où à l'époque, je ne pouvais même pas y penser. Et donc, je tombe sur cette vidéo de Haïdar Hussein qui explique un peu ce phénomène. Et c'est la première fois de ma vie, je crois sincèrement, que j'entends quelqu'un mettre des mots là-dessus, sur quelque chose que je ressentais depuis très longtemps. Je vous rappelle que je ne suis absolument pas mes ressentis à cette époque-là. Quelque chose que je ressentais depuis très longtemps et qui, malheureusement, moi, j'avais tout simplement trop peur pour suivre ce ressenti. Et puis moi, ma vie était basée sur acquérir des choses. Donc ça aurait été pour moi une hérésie à l'époque d'arrêter le business ou même de prendre du repos parce que faut tout le temps, tu vois, ça fait de l'argent en moins si tu prends du repos. Donc non, c'est hors de question. Et donc voilà, je tombe sur cette vidéo et je suis sous le choc parce qu'enfin quelqu'un met des mots sur ce que je ressens et sur ce que je sais maintenant. C'est plus que du ressenti, c'est aussi du savoir puisque j'ai enfin entendu quelqu'un me le dire. Je sais que c'est la vérité. Je sens et je sais que c'est la vérité. Et il se trouve que du coup, ce fameux Haïdar Hussein propose un concept qui s'appelle la pacification alimentaire. Et donc, dans cette pacification alimentaire, en fait, le concept est assez simple. Il faut se remettre à manger et il faut arrêter de se prendre la tête avec la nourriture. Et donc, quand je découvre ça, quand je découvre ce concept, pour moi, c'est assez clair. C'est assez clair que c'est la vérité. Je commence à manger beaucoup. Et bordel de merde, je revis. Au lendemain de mon visionnage de cette vidéo, je mange un petit-déj, j'en pleure. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point j'étais déconnecté de moi-même pour pleurer pour un petit-déj qui, pour certains d'entre vous, va paraître banal complètement. Vous allez vous dire, mais oui, c'est un petit-déj, quoi, on s'en fout. Mais au vu de mon parcours de vie, vous vous doutez que c'est pas tout à fait pareil pour moi. Je chiale comme un ouf parce que j'ai pris un petit-déj. C'est incroyable. Et donc, en fait, je commence à comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose que j'avais mal compris vis-à-vis de la nourriture, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu comprendre et pas tout simplement avoir le courage de suivre mes ressentis. D'ailleurs, tout à l'heure, j'abordais le courage. Si vous voulez vivre heureux,
ayez le courage de suivre vos ressentis coûte que coûte. Et moi-même, je ne jette la pierre à personne, je suis loin d'être encore celui qui suit le plus ses ressentis. Je suis encore, entre guillemets, en cours de guérison des troubles du comportement alimentaire. Mais c'est ça le courage. Le courage, c'est suivre ses ressentis, pas ses émotions, mais vraiment ses sentiments, ses ressentis. De toute façon, vous savez de quoi je parle, votre intuition. Vous voyez très bien de quoi je parle, j'ai pas besoin de mettre des mots dessus. Vous savez très bien de quoi je parle, puisque ça s'adresse directement à ce que vous ressentez à l'intérieur et au côté, finalement, à votre cœur, voilà, tout simplement. Et donc, je commence à remanger. Et en fait, au bout d'un moment, je vais tout simplement prendre le coaching de Haïdar. Et alors, ça a été très tortueux, chaotique pour moi, parce que en plus, ma situation financière n'était pas bonne. Et donc, c'était assez compliqué pour moi parce qu'il fallait que je me relâche alimentairement, mais en même temps, il fallait que je sois un minimum productif. Donc, ça a été très compliqué. Dans ces périodes-là, je vous conseille de vous ouvrir aux gens. Ouvrez-vous à vos supérieurs, ouvrez-vous aux gens, ouvrez-vous aux gens qui peuvent vous aider. Puisque par exemple, à l'époque, j'avais une prestation en référencement naturel pour un cabinet de recrutement. Ils ont accepté en fait qu'on laisse un délai à cette prestation et juste parler autour de vous et je vous rassure, il y a d'autres gens qui sont connectés à eux-mêmes et qui savent que les humains ne sont pas des machines. Même dans ce monde où effectivement la productivité est reine, eh bien, le cœur des gens n'est pas éteint, fort heureusement. Et donc, ouvrez-vous et dites-le quand il y a besoin de calme, quand il y a besoin de repos, dites-le. Et voilà. Mais pour moi, ça a été très très chaotique. Et j'ai mis finalement beaucoup de temps à vraiment incrémenter ma voix est partie en cacahuète, incrémenter vraiment ce qu'était la pacification alimentaire. Et c'est un concept qui est quand même assez difficile à saisir, puisque en fait, il faut désapprendre tout ce qu'on a appris auparavant, et il faut remanger plus ou moins normalement. Et manger normalement, c'est pas manger riz, thon, brocoli tout le temps, c'est pas manger qu'un repas par jour, c'est pas se discipliner face à la nourriture. Il y a 1000 concepts que j'ai envie de détailler dans des vidéos, mais aujourd'hui on est là pour parler de mon histoire. Et donc c'est assez tortueux, mais petit à petit je commence à remanger au cours de la journée. Je prends du poids, j'en ai toujours pas mal. Mais pourquoi en fait pour guérir il faut prendre beaucoup de poids? C'est pour en fait, ça fait écho un petit peu au phénomène que j'ai annoncé tout à l'heure. Et bien en fait c'est tout simplement parce que si vous êtes en surpoids, si votre corps garde de la graisse, eh bien c'est parce que vous l'avez privé à un moment et que votre corps active un mécanisme de survie. Puisque vous, en fait, vous le privez, alors qu'il ne faut pas le priver, et que lui, vu que vous le privez, il se dit, attends, là il est en train d'essayer de me priver, je dois faire des ressources, parce que s'il me reprive comme ça trop souvent, eh bien moi, il y a un moment, je vais peut-être mourir, je vais peut-être pas être bien. Et donc, votre corps, pour votre bien, eh bien, oui, va vous demander parfois de faire des crises, mais ce qui provoque vos crises, c'est pas votre corps, c'est la culpabilité que vous mettez au fait que votre corps veuille manger en fonction de ses ressentis. Et regardez autour de vous, ça n'est pas la qualité alimentaire qui va vraiment, foncièrement, fondamentalement, faire que vous êtes maigre ou non. On connaît tous des amis qui mangent pas très bien, qui n'ont pas vraiment beaucoup de principes nutritionnels et qui sont comme ça. Je connais aussi des amis qui sont comme ça et qui ont beaucoup de principes nutritionnels, qui s'y connaissent en nutrition. Mais force est de constater qu'il y a autre chose. Vous voyez bien que les milliers de tentatives que vous avez fait de changement d'habitude, de régime, tout ce que vous avez tenté, si ça n'a pas marché jusque-là aujourd'hui, et si ça n'a pas marché au long terme surtout, très très important, parce que c'est très facile pour un régime de marcher au court terme, là-dessus, c'est très costaud un régime. Mais 97% des régimes échouent. 97%. Donc, il faut peut-être à un moment se poser une question et se dire, mais attends,
est-ce qu'on n'essaierait pas un petit peu de m'enculer avec toutes ces théories qui me disent qu'il faut manger, je sais pas manger de glucides le soir, ou manger tel ou tel aliment, ou ne surtout pas manger tel ou tel aliment? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond qui expliquerait le surpoids? Eh bien, la chose la plus profonde, je le résume, parce que ce que je vous ai dit là, vis-à-vis de la privation, évidemment, la question aussi à se poser, c'est pourquoi on se prive. Et c'est pour ça aussi que mon parcours de vie, il peut potentiellement vous aider à faire le parallèle avec le vôtre. Parce que mon parcours de vie nous permet aussi de comprendre pourquoi, eh bien, à un moment, j'ai choisi de me priver en le ressentant et en sachant un petit peu au fond de moi que je le faisais et que je ne faisais pas du bien à mon corps. Et donc, voilà, vous comprenez du coup comment je suis tombé dans les troubles du comportement alimentaire, même si effectivement là je dois balayer toute ma vie, enfin presque voilà, en 1 heure. Mais voilà, ça vous permet aussi de comprendre. Et donc, eh bien, je commence à remanger et petit à petit, eh bien, je sens que ça va de mieux en mieux, même si c'est assez chaotique. Et je prends du poids, je monte à 123 kilos et j'avais quand même beaucoup moins de muscles maintenant. Euh, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans une pacification alimentaire, il faudrait en fait manger à peu près tout le temps. Je pense ne pas me tromper en disant qu'il faut manger dès le réveil. En tout cas, au moment où on se pacifie alimentairement, c'est très important. Il faut manger du matin au soir et il faut manger beaucoup et dans la mesure, enfin voilà, autant qu'on veut. Et moi, vu que je voulais encore être assez productif et vu que bah, j'avais encore du mal à m'aimer, même à 123 kilos sur un canapé à regarder Netflix en mangeant des chips, eh bien, forcément, il eût fallu parfois que bah, je jeûne pour être un peu productif. Voilà, donc par exemple que je mange pas le matin. Mais malheureusement, il a fallu à un moment que les choses changent. Et je pense que ma foi, qui n'est pas encore solide, qui n'est pas encore claire, mais j'ai commencé à aller à la messe et je pense que ça a changé énormément de choses dans ma vie. Voilà, tout simplement, de manière globale. Et, euh, et je pense que ça m'a donné beaucoup d'amour de moi-même parce que en l'occurrence, le christianisme n'impose pas d'injonction. Euh, je trouve que c'est un lieu de paix. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement apaisant. Je ne saurais pas vraiment vous dire les tenants et les aboutissants de pourquoi ça m'a amené à aller mieux, mais au bout d'un moment, j'ai vraiment compris que il fallait que j'arrête de prioriser quoi que ce soit d'autre que moi-même et mon bonheur en fait. Rien d'autre. Pas l'argent, pas les muscles, pas l'apparence, pas je ne sais quoi, rien d'autre. Et donc, j'ai commencé vraiment bah, à petit accepter de me remettre à manger. Pour moi, c'était une hérésie que d'aller travailler en tant que salarié. Et je vais sûrement très bientôt avoir un emploi salarial. J'avais déjà fait des petites journées, des petites expériences. Et en fait, bah, c'était pas la mort, contrairement à ce que je croyais. Mais encore une fois, mon parcours de vie, je pense avoir assez bien expliqué. Et vous comprenez, même si effectivement à chaque fois j'avais aussi le choix courageux qui était dans mes options et je ne l'ai pas assez pris, voire jamais pris en fait, pendant toute cette période où ça a été de plus en plus compliqué avec la nourriture. Et donc c'était par exemple le travail salarial, c'était quelque chose qui me faisait énormément peur. Et même d'ailleurs mon discours quand j'étais en mode no pain, no gain, hustle culture, etc., c'était les salariés sont des esclaves. Et aujourd'hui, il y a, c'est complètement faux. J'ai 1 milliard de fois plus d'admiration pour quelqu'un qui est salarié dans un truc à l'usine ou je ne sais où, que quelqu'un qui en fait est sur le toit du monde, mais il fait du dropshipping ou alors il fait quelque chose dont je le sais intérieurement, ça n'est pas ce qu'il aurait voulu faire étant jeune. Et la version, son enfant intérieur n'est pas fier de lui. Voilà, c'est très important que vous compreniez ça aussi. L'enfant intérieur, c'est un concept qui est parlant parce que vous vous rappelez de vos rêves d'enfant, vous vous rappelez de, par exemple, moi, pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à la base. C'était pas du tout pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était pas du tout pour être forcément ultra riche.
Mais c'était pour des choses comme voir ma famille le plus possible, c'est voir ma famille et mes amis le plus possible. C'était pour me sentir libre, mais au final, et c'est des choses auxquelles j'aspire toujours, et c'est des choses que j'aurai peut-être un jour. Mais je pense qu'un travail salarial va beaucoup changer ma vie, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, fin de la parenthèse. Mais en fait, je découvre que dans la vie, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de somme d'argent à gagner, il n'y a pas d'apparence à revêtir, il n'y a rien à accomplir, on ne doit rien à personne, mais la vie, en retour, ne nous doit rien non plus. Euh, et donc, eh bien en fait, vous êtes juste une âme errante qui passe dans ce monde durant le plus d'années possible, mais je crois que la moyenne de temps de vie, on doit être entre 70 et 80 ans. J'ai pas dit l'espérance de vie, hein, j'ai dit la moyenne du temps qu'on passe sur Terre. Malheureusement, beaucoup de gens meurent prématurément. Et donc, vous êtes des âmes errantes qui passaient ici. Et est-ce que vous pensez que votre âme, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, ce qui génère en vous l'accomplissement, ce qui génère en vous le sentiment de fierté, d'accomplissement, est-ce que finalement c'est le fait d'être à 15% au lieu de 20% de masse grasse? Est-ce que c'est le fait d'avoir 100 000 ou 200 000 sur votre compte en banque, ou même 100 ou 100 000? Est-ce que c'est vraiment ça qui fait une différence? Et bien sûr, je ne suis pas en train de nier l'importance qu'a une ressource comme l'argent, qu'a une ressource comme le fait d'être en bonne santé, d'avoir un bon physique. Mais simplement, il ne faut plus s'imposer ce genre de choses, puisque elles sont la conséquence d'un alignement avec soi-même et du fait de lancer par exemple des projets, si on parle de l'argent, de lancer des projets qui sont alignés avec nous-mêmes et qui finissent par marcher parce qu'ils sont faits avec le cœur. Si on commence à faire des choses pour l'argent, même quand on obtient l'argent, on est malheureux. Et ce concept, je l'ai entendu dans les 7 lois spirituelles du succès, qui est un livre de Deepak Chopra, si je ne m'abuse, et je l'ai vécu et je l'ai pris de plein fouet. Donc je peux en témoigner. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime aussi dans l'idée de faire cette chaîne, c'est que parfois, et c'est le problème de YouTube aujourd'hui, beaucoup de gens vont partager du savoir, des choses qu'ils ont lues, des choses, voilà, que on le voit, tout le monde répète à peu près les mêmes choses en vrai, dans le milieu du développement personnel. Et c'est très important, et les meilleures vidéos pour moi sont celles qui viennent du cœur. Et aujourd'hui, par exemple, ce que je viens de vous dire vis-à-vis du gain d'argent, c'est quelque chose que j'ai ressenti profondément. Et je sais que c'est vrai. Bien sûr, il ne faut pas prendre son cas pour une généralité, mais encore une fois, est-ce que... Il y a une différence entre un ressenti personnel et un ressenti personnel dont on sent profondément que c'est la vérité. On peut se tromper malgré tout, mais je suis prêt à parier, en plus je ne suis pas le seul à le penser, que si aujourd'hui vous visez l'argent, que si aujourd'hui vous visez la maigreur par exemple, vous n'aurez ni l'argent ni la maigreur, j'en suis persuadé. Et par contre, le jour où vous serez un peu plus concentré sur vous et sur votre paix intérieure, eh bien là, vous allez commencer à vous rendre compte que finalement, la maigreur et l'argent, c'est pas si important que ça, et c'est peut-être à ce moment-là que c'est là que ça va venir le plus. Bref, voilà pour ça. Et donc, je recommence à manger, tout s'effondre un petit peu dans ma vie, je quitte ma copine, j'arrête plus ou moins mes activités de dropshipping, j'arrête presque, je suis encore un petit peu dedans pour être tout à fait honnête, mais petit à petit, je sors du marketing en ligne et je vais vers tout simplement plus de réel petit à petit. Mes relations sont beaucoup moins basées sur le calcul qu'avant. Je vois des amis que j'aime du plus profond de mon cœur et que j'avais pas vu pendant longtemps ou très peu vu pendant longtemps, parce que on m'a dit que les 5 personnes autour de toi, et c'est vrai, les 5 personnes autour de nous-mêmes nous définissent, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout en fait retirer ce qui nous donne du bonheur dans la vie, tout simplement. Effectivement, on peut parfois être peut-être moins voir certaines personnes parce qu'on a des objectifs, c'est possible, c'est ok de faire ça. Mais de là à renier ses amis pour ça c'est pas ok. Ça, c'est pas ok.
Et donc, voilà, je revois mes amis, mes rapports, mes échanges sont beaucoup moins contrôlés, sont plus réels. J'arrive de nouveau à contempler la vie, la beauté de la vie, la magnificence de la vie. Même si parfois elle est très très dure, mais c'est ce qui en donne aussi le sens et le charme. Euh, Parce que tout ça, c'était impossible quand j'étais privé alimentairement. C'était impossible lorsque mon alimentation était basée sur la privation. On ne peut pas avoir faim, avoir une faim extrême en permanence et sortir dehors et s'émouvoir devant un paysage. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible puisque il y a quelque chose qu'on appelle la pyramide de Maslow et alors, je ne sais pas à quel étage de cette pyramide est la contemplation, le fait d'être capable de ressentir du bonheur, par exemple, du fait d'un paysage ou de la mer ou de je ne sais quoi. Mais en tout cas, le premier étage de la pyramide, ce sont les besoins primaires, c'est-à-dire manger, boire, dormir. Si manger, le besoin primaire de manger n'est pas, comblé, le reste de la pyramide va se péter la gueule automatiquement, quoi que vous vouliez construire. Et encore une fois, je ne fais pas exception à la règle. Mais aujourd'hui, je vois enfin, le tunnel est très long, mais je vois enfin quand même la lumière au bout du tunnel. Euh, je commence à sentir, je commence à comprendre, déjà aussi comprendre pourquoi je suis tombé là-dedans. Et je pense que ça s'est vu dans cette vidéo. Et je pense que, voilà, avec le temps, avec les choix difficiles, j'avais dû arrêter le foot par exemple à un moment parce que mes troubles alimentaires étaient trop présents. J'ai repris maintenant. J'avais arrêté d'écrire, j'ai vraiment repris l'écriture, j'ai repris le chant, etc. Ma pratique de la musculation n'est plus du tout la même. J'étais obsédé par mon apparence corporelle. Je le suis toujours, ma foi, un petit peu, effectivement, mais quand même moins qu'avant. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude maintenant de m'entraîner, je ne sais pas si je vais garder cette habitude longtemps, mais j'ai l'habitude de m'entraîner en pull pour en fait éviter d'être là à me regarder, à me spotter. C'est pas très intéressant dans le miroir tout le temps. Donc j'aime bien m'entraîner en pull en fait. Voilà, je trouve ça cool. Et du coup, parce que peut-être que certaines personnes qui me voient m'entraîner se disent, ah, il doit être complexé par son corps. Absolument pas, au contraire. Mais simplement, je pense qu'à force de se voir, d'ailleurs, l'humain ne s'est jamais autant vu qu'à notre époque. Il faut se dire qu'avant, les hommes préhistoriques, ils se voyaient quasiment jamais. Ils se voyaient peut-être dans le reflet de l'eau du lac, mais ça s'arrête là. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ça aussi. On n'a jamais été aussi auto-centré. Et évidemment, les réseaux sociaux, tout ça contribue, mais vous voyez que tout ça, c'est des phénomènes dont toutes les personnes du développement personnel vont vous parler. Oui, les réseaux sociaux, ceci, cela. Mais en définitive, vous voyez qu'on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui. Et c'est parce que c'est pas en supprimant les réseaux sociaux, c'est pas vraiment. Alors, c'est très bien de faire des choses en surface. C'est-à-dire que par exemple, vous vous dites les réseaux sociaux, je suis boulimique et je suis accro à Instagram par exemple. Effectivement, supprimer Instagram va avoir un effet et c'est très bien de faire ça. Mais tôt ou tard, peut-être que vous allez le réinstaller, peut-être que votre addiction d'Instagram va se reporter sur YouTube ou autre. Et en fait, ça c'est pourquoi? C'est parce que ce sont des solutions de surface. Mais c'est pas pour ça qu'elles sont mauvaises. Je dis juste que vous n'allez pas guérir des TCA en enlevant Instagram. Voilà, il faut quand même comprendre ça. Mais ça peut vous donner une meilleure clarté mentale, ça peut vous permettre de réfléchir, ça peut vous faire gagner du temps. Toutes ces choses-là peuvent contribuer au vrai travail profond sur vos troubles alimentaires ou une quelconque maladie. Parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas diagnostiqué que vous n'êtes pas ou addiction. Voilà, bon, il n'y a pas, voilà, c'est pas à partir du moment où on est sur un brancard d'hôpital que on doit s'inquiéter de sa santé ou voilà. Bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et après 1h14 bientôt de rec, je commence à être un peu fatigué. Mais je crois que j'ai pas trop hésité dans ma manière. J'ai une bonne diction, etc. dans cette vidéo. Donc je pense que ça a été cool pour vous. Et donc, maintenant, je vais finir là-dessus. Ma vie n'est plus du tout la même. L'alimentation maintenant est très stable. Mon niveau d'énergie est très stable.
il faut savoir que j'ai dû du coup prendre beaucoup de poids pour guérir, c'est normal, j'ai privé mon corps pendant des années, et que désormais mon poids, vous le voyez, je suis encore un petit peu bouffi, je suis à 115 kilos, mais j'ai bien plus de muscles que quand j'étais à 123 à l'époque, où j'avais vraiment commencé la pacification alimentaire, puisque j'avais aussi arrêté le sport dans ce moment-là, puisque je savais à ce moment-là que le sport ne me faisait pas du bien. Voilà, dans une guérison de TCA, le sport doit être fait dans la mesure où il vous fait du bien. Mais ça, je vais encore le détailler parce que là, tu vois, c'est un conseil surfacique, c'est-à-dire que on peut prendre ce conseil et on peut l'appliquer, mais en fait, c'est un conseil de surface et on ne sait jamais est-ce que ça nous fait du bien, est-ce que ça nous fait pas du bien. On va pas se poser en lotus et se demander, ok, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me fait pas du bien. Mais simplement, c'est quelque chose que je vais traiter dans d'autres vidéos et il y a déjà très certainement des vidéos sur la toile là-dessus. Mais et en fait, là, je maigris tout seul, tout doucement, mais je maigris. Je peux vous le dire, je suis parti de 123 kilos, j'en fais 115 aujourd'hui, je le sais. Et donc, voilà, je maigris tout doucement, je perds mon poids tout doucement, j'ai une pratique sportive qui est très bonne, je vais à la salle 4-5 fois semaine, je fais du cardio quand je me claque pas, je me suis claqué au foot, mais bon, c'est un événement isolé. Mais voilà, j'ai une vie tout à fait saine et tout à fait heureuse, même si pour l'instant, effectivement, tout d'un point de vue extérieur ne pourrait pas forcément laisser penser que tout va bien, notamment mon apparence corporelle. Et pourtant, je peux vous dire que ça va très très bien. Ça va bien bien mieux qu'avant et je suis en bien 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 meilleure santé que quand je faisais 90 kilos sec et que je faisais du homard pour l'être, que je mangeais qu'un repas par jour pour l'être. Ça va, la santé n'est pas causale. Évidemment, c'est corrélé, mais ça n'est pas causal à le poids de quelqu'un. Voilà. Et ça, ce serait bien qu'on le sache. Je suis pas du tout fan du body positive. Je suis pas non plus fan de la grossophobie, honnêtement. Et parce que la grossophobie, je trouve que ça fait écho. C'est de la symbolique que en fait on est en train d'être sentimentophobique, voilà. C'est-à-dire qu'on commence à en fait devenir des putains de robots et en fait croire que notre accomplissement personnel vient de la somme qu'on gagne de tout ce qui est externe, alors qu'on va tout rendre à la fin de notre vie et que notre vie elle est là pour accomplir quelque chose, que Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, la source de toute vie, Jésus, Allah, je m'en fiche. Simplement, vous comprenez que il y a bien quelque chose, un sens à ce pourquoi on est là. Sinon, on passe notre vie à essayer d'acquérir des choses et à essayer de s'amuser, mais évidemment pas de manière saine, puisqu'en fait notre vie n'a aucun sens. Votre vie n'a pas de sens si vous ne croyez pas en quelque chose qui nous connecte tous ensemble, si vous ne croyez pas en quelque chose qui fait que votre vie a un sens et que vous avez des choses à accomplir et que c'est pas juste acquérir des choses que vous avez à faire de votre vivant, vous êtes malheureux, c'est normal, c'est une évidence absolue. Et donc, voilà, je vous recommande de commencer peut-être par certains ouvrages, par exemple Laurent Gounel, la Bible, un peu plus compliqué, mais pas mal non plus. Peut-être commencer par des messes plutôt que la Bible, parce que la Bible c'est vraiment très compliqué, même pour moi. Enfin, je veux dire, voilà, même pour moi qui commence quand même je suis toujours évidemment néophyte là-dedans, mais enfin, je commence quand même à avoir quelques connaissances. Mais tous les ouvrages de Laurent Gounel sont excellentissimes. Grosse dédicace à Laurent Gounel. Et sinon, le livre Amis enfants des étoiles de Henrik Barrios, sur lequel j'ai écrit une musique. Vous pouvez taper Amis enfants des... Je le mettrai en description, mais si jamais vous pouvez taper Amis enfants des étoiles. Le Messager, par Le Messager. Voilà. Et on reparlera aussi de la création musicale dans d'autres vidéos. Il y a plein de choses que je veux aborder, que je vais aborder dans cette chaîne YouTube. J'espère ne pas avoir oublié grand chose. Au début, je voulais noter, encore une fois, je voulais peut-être contrôler un petit peu les choses en voulant noter tout ce que je voulais dire, mais je me suis dit que si j'oubliais certaines choses, c'est que c'était pas si important. L'important, c'est que vous ayez un petit peu un plan de ma vie, comprendre qu'est-ce qui dans ma vie, les tenants et les aboutissants qui m'a amené à certains troubles, et faire le parallèle avec la vôtre et vous dire, ok, peut-être que vous, c'est pas l'alimentation, mais peut-être qu'il y a un trouble, et voilà, c'était mon but dans cette vidéo, que vous compreniez les tenants et les aboutissants
pour mieux les affronter. Mais vous voyez malgré tout que dans ma guérison, je n'ai pas eu à guérir de mon passé, j'ai juste eu à être courageux et à comprendre que il y a certaines choses qui me bloquaient dans ma vie, mais qu'il n'y a pas de solution toute faite. Il n'y a pas de petites habitudes qui permettent d'aller plus dans ce sens. Pour quitter sa copine, par exemple, c'est un choix qui est très difficile, mais c'est un choix qu'il faut faire. Et d'ailleurs, allez, je place ma dédicace aussi à mon ex-copine. Bon, c'est un peu gênant, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, c'est une personne qui est pas encore tout à fait sortie de ma vie. C'est quelqu'un qui a été très important pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, c'est quelqu'un auprès de qui j'ai récupéré de la confiance, de l'estime de moi-même, parce qu'elle m'aimait, quel que soit ce que je faisais. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a permis d'avoir confiance, et sans elle, je ne sais pas où j'en serais. Je ne sais pas si j'aurais fait tout ce processus de pacification alimentaire, de prendre du poids, etc. Mais je savais que, ben voilà, je savais qu'avec elle, c'était possible. Et donc, je la remercierai jamais assez pour ça. Et voilà. Bon, je vais finir là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai l'impression d'oublier un petit peu des choses vis-à-vis de la guérison, mais c'est pas grave. Encore une fois, on va l'aborder plus tard sur cette chaîne. Mais comprenez que si vous avez aujourd'hui des problèmes de poids, ce n'est pas le contrôle qui va vous en sortir, ce n'est pas les petites habitudes, ce n'est pas les concepts, ce n'est pas les régimes, ce n'est pas les diètes, ce n'est pas le lifestyle, c'est la paix intérieure. C'est un mot assez valise qui englobe plein de choses, mais en gros, c'est le fait de tout simplement commencer à vivre en vous alignant du plus possible à votre intuition et à votre ressenti, puisque c'est la vérité, et puisque la vérité ne se comprend pas, elle se ressent. Je répète ce dicton très important, et que c'est ce qui nous connecte à la vie, c'est ce qui nous connecte à la nature, c'est ce qui nous connecte à l'amour, c'est ce qui nous connecte aux autres pour des vraies connexions. Et donc voilà, c'est le plus important, c'est écouter ses ressentis, puisque ses ressentis, c'est Dieu. Et encore une fois, je le répète, parce qu'il va y avoir toujours des médisants, je me fous de comment vous appelez Dieu, mais vous pouvez pas me dire qu'il n'y a rien. C'est pas possible de me dire qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose qui nous connecte tous les uns les autres. Il y a quelque chose qui nous rend heureux parfois, indépendamment de ce qu'on gagne ou ce qu'on perd. Et ça, c'est la connexion à soi-même. Et quand on est connecté à soi-même, on est tout simplement connecté à la vie. Et quand on est connecté à la vie, on peut se connecter au bonheur. C'était Louis Axel. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette première vidéo. Je vais pas vous faire le truc cliché du youtubeur, abonnez-vous, franchement, j'ai rien à foutre. Je fais même pas ça pour quoi que ce soit, je fais ça parce que je sais que c'est bon. Même si, peut-être qu'un jour, j'en tirerai quelque chose, monétaire ou non, j'en sais rien. Mais c'est pas mon objectif premier, sinon je ferais du dropshipping encore à l'heure actuelle, si mon objectif premier était l'argent. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté autant de temps. Je vous souhaite une belle vie. Et je vous souhaite de réussir à vous aligner, à être en paix, parce que c'est tout ce qui compte, c'est ce qui compte le plus, et tout le reste n'est que de passage, et sera rendu à votre mort. Donc peut-être pas très intéressant finalement de s'intéresser trop à la matière, mais un peu plus à ce qui nous connecte à cette dernière. À très bientôt.